Oui, je viens de le lancer. Ça marche, parfait. Donc bonjour à toutes et à tous. Bonjour dans ce deuxième opus d'e-Trans Connect, donc le rendez-vous des adhérents d'e-Trans. Aujourd'hui, on aura le plaisir de vous présenter Multitel et puis l'Onera. Donc Multitel par son représentant Yves Deblic et l'Onera par son représentant Eric Deltombe. On va passer la slide suivante. Donc, e-Trans, pôle des compétitivités, des mobilités décarbonées et connectées. On est à plus de 200 membres, plus de 210 projets accompagnés lors de la dernière phase, plus de 20 événements organisés en 2025 et plus de 1300 infos relayées. Donc, on a une couverture européenne fortement ancrée Hauts-de-France, Île-de-France aussi, et puis un peu partout au niveau national et européen. Et puis, on est sur toute mobilité confondue, ferroviaire, automobile, aéronautique et industrie du futur. Donc, on passera à la présentation de Multitel par Yves Deblic. N'hésitons pas à poser les questions au fur et à mesure au chat et puis on va concaténer tout ça à la fin. Yves Deblic, c'est à vous. Merci. J'espère que tout le monde m'entend. Très bien. Donc, Multitel est un centre de recherche situé pas très loin de Valenciennes, mais côté belge. Nous sommes situés à Mons. Et le domaine d'activité du centre, c'est principalement et initialement le domaine du traitement du signal et de l'image. Cette thématique s'est fortement élargie au fil des années. Multitel a 25 ans d'existence, avec notamment sur la base de ces thématiques primaires, le domaine de l'intelligence artificielle, naturellement, est quelque chose qui a été assez naturel pour nous. Et nous avons des activités en intelligence artificielle, en particulier basées sur le traitement de l'image et la reconnaissance vocale. Et par exemple, un domaine qui marche très fort chez nous en ce moment, c'est le domaine de la santé. Nous avons aussi un département systèmes embarqués et Internet des objets. À titre d'exemple, nous avons une chambre anéchoïque qui nous permet de faire des tests de compatibilité électromagnétique et des tas d'autres applications dans ce type de domaine. Ce département nous a permis de mettre en place un laboratoire de certification ferroviaire, où là aussi on est assez actif au niveau européen et à l'international également. Nous avons toujours dans la thématique qui est associée au réseau télécom, nous avons un département photonique. En particulier, la photonique, c'est, si on pense réseau, ce sont les fibres optiques, mais qui peut s'élargir à beaucoup d'autres domaines que les télécommunications. La fibre optique peut être un excellent capteur. Les technologies photoniques, c'est aussi toutes les technologies liées au laser, où on peut avoir des applications assez nombreuses, par exemple du micro-usinage, ou bien du contrôle non destructif à partir des technologies terahertz. Nous avons aussi une présence dans le domaine de l'ingénierie réseau, qui a une belle spécialité chez nous au niveau de la cybersécurité. Voilà, pour présenter en quelques mots les différents domaines d'activité du centre. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Et je vous propose de parler des expertises du moment chez nous, orientées sur les domaines pour lesquels nous sommes adhérents de e-Trans. En fait, je suis le contact principal chez e-Trans. Pourquoi? Parce que je ne suis pas chercheur. J'ai travaillé pendant plus de 20 ans dans le domaine de la logistique et je suis chef de projet sur des thématiques de la traçabilité qui sont fortement utilisées dans le domaine de la supply chain et la logistique. Et je vous propose de donner 3 exemples de thématiques basées sur des projets. Alors, un projet qui est terminé aujourd'hui, qui est le projet IDouleNet, qui est un projet
H2020, donc européen, qui s'appuie sur le fait en particulier, en Belgique, nous avons des réseaux fluviaux de voies navigables assez denses, et donc c'est une opportunité d'essayer de favoriser le transfert modal de la route vers le fleuve. Simplement, les marchandises, alors si on pense au vrac, le vrac, c'est quelque chose qui est assez facilement transporté par le fleuve, mais si on pense à d'autres types de marchandises, et toutes les marchandises conditionnées, palettisées, ce sont des marchandises qui sont rarement produites au bord du canal et non plus livrées au bord du canal. Donc, par nature, c'est un transport multimodal avec un pré-acheminement et un post-acheminement souvent par la route. Donc, ça nous donne une complexité d'organisation, d'autant plus que les bateaux, ce sont des gros moyens de transport. Là, vous avez une image en haut à droite. C'est un bateau de moyenne taille, mais c'est quand même 1200 tonnes, c'est-à-dire près de 50 camions. En bas à gauche, vous avez une petite navette fluviale, mais une petite navette, c'est quand même l'équivalent de 10 camions. Donc, il y a aussi une nécessité de massification si on veut que ces moyens de transport soient rentables pour ce type de marchandises. Et donc, il y a un travail d'ingénierie logistique à mettre en place. Et c'est sur ce genre de choses que nous avons travaillé, en particulier dans le projet Idoulénet, sur une optimisation de planning à 3 niveaux. D'abord, le niveau tactique, c'est-à-dire l'optimisation des plannings de ressources, quelles sont les ressources disponibles. Ensuite, un niveau opérationnel, c'est-à-dire que ces ressources, on va les utiliser, il faut savoir quels sont les espaces résiduels sur les véhicules. Et enfin, le niveau exécutif, eh bien, ce planning, il peut changer. Et à partir de la collecte de données de tracking, nous allons remettre à jour le planning en temps réel. Ça, c'est en quelques mots le projet Idoulénet et une thématique de la synchromodalité sur laquelle on travaille. Deuxième thématique qui lui est connexe, c'est l'idée de l'interopérabilité. Il est assez important que les différents acteurs d'une chaîne logistique puissent communiquer de l'information de manière assez fluide. Et dans ce cadre-là, on s'appuie sur l'idée de l'Internet physique qui part du principe qu'en s'inspirant de l'échange de données de l'Internet, puisque finalement l'Internet c'est un réseau de réseaux qui permet de transporter des données, l'idée c'est comment imaginer un réseau de transport physique, mais qui permettent l'interopérabilité entre différents acteurs. Et dans ce sens-là, on doit travailler non seulement sur les standards digitaux, mais aussi sur les standards physiques. On doit se remémorer que le standard du conteneur maritime a permis de diviser par 10 les temps de manutention sur les ports et sur les plateformes intermodales. Le conteneur maritime, il est standardisé. La dimension, mais aussi et surtout les points de manutention, les coins ISO. Et donc, travailler sur cette idée de mettre en place des outils de standardisation au niveau de la conteneurisation et adaptés au transport terrestre fait partie du travail sur lequel on va travailler dans ce projet NAVMUT, qui est un projet qui devrait démarrer dans les mois qui viennent. Et troisième idée qui est un petit peu à la suite de ce qu'on a dit, c'est que j'ai dit que les navettes fluviales, il fallait mettre en place des outils pour permettre de saturer ces ressources pour qu'elles soient rentables. Et un autre moyen de saturer les ressources, c'est de combiner dans l'esprit de l'économie circulaire des flux entrants et lui combiner des flux sortants qui seront des déchets. Et on essaye, là c'est un projet qui est en cours de montage et s'il fonctionne, ça peut permettre de favoriser l'essor de ces navettes fluviales. Voilà quelques expertises. Et mon dernier slide, s'il vous plaît. Donc, quand le dernier slide apparaîtra, j'illustrerai, voilà, merci, un projet qui a été labellisé par Istrans. En fait, Istrans, on travaille de manière assez soutenue ensemble et Istrans nous a accompagnés dans différents projets. Là, c'en est un exemple. Et la labellisation du projet Itrans nous a permis d'avoir un accompagnement, je dirais, assez soutenu. Et là, ce projet Smart Track for Waterway, c'était 4W, c'était un peu un projet fondateur pour notre implication dans le transfert modal dont j'ai parlé aujourd'hui. Donc, il est fini déjà depuis 3 ans. Mais basé sur les connaissances que nous avons acquises et puis les expériences de terrain que nous avons mis en œuvre, on a pu ensuite construire d'autres projets. Et ce projet, avant tout,
a permis de mettre en place ce qu'on appelle le tracking hiérarchique, c'est-à-dire à partir de données de tracking collectées au niveau des flux des véhicules successifs, le camion, le bateau, le camion, les collecter, les assembler pour mettre en place un tracking du chargement. Et ça, c'est assez important, notamment au niveau de la confidentialité, c'est-à-dire qu'on peut proposer un statut d'une opération sans divulguer des informations et sans travailler dans la transparence. Je dis souvent, visibilité n'est pas transparente. Donc, on a travaillé sur ces questions-là pour pouvoir proposer une visibilité des flux multimodaux, des flux palettes, c'est-à-dire chaque unité logistique, chaque palette peut être visible, non pas en tant que géolocalisation, mais bien en tant que statut. Où en est ma marchandise? C'est la question du client. Et donc, lui donner l'information, est-ce que le planning est à jour? Est-ce que le planning a besoin d'être calculé? Sur ce genre de choses, nous avons donc travaillé avec e-Trans sur ce projet Smart Track for Hathaway, hein, avec aussi des questions de standardisation, c'est extrêmement important, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, pour pouvoir apporter ce suivi et faciliter la mise en place de navettes avec le bateau Zulu là, de notre partenaire Sogestran, qui a permis de mettre en place ces navettes multi-clients multi-stop. Hein. L'idée, c'est ces petites navettes. Il y a un terme que j'aime bien, c'est la notion de RER fluvial. On n'y est pas encore, mais l'idée que les marchandises puissent prendre des connexions entre différents modes de transport le plus facilement possible et pour un coût le plus abordable possible, et aussi pour une qualité environnementale importante, puisque le transport fluvial, de même que le transport ferroviaire aussi, sont beaucoup plus verts que la route. Voilà, j'en ai fini pour ça. J'espère que je n'ai pas trop dépassé mon temps de parole. Merci. Et j'imagine qu'il y aura un petit temps questions-réponses ensuite. Effectivement, merci beaucoup Yves pour toutes ces explications et puis pour la démonstration du projet soutenu par e-Trans. Donc, je ne vois pas de main levée. Est-ce qu'il y a des questions suite à la présentation de Multitel? Pas de questions pour le moment. C'est que tout était clair. En tout cas, on n'hésite pas à poser nos questions sur le chat et puis on va recenser toutes les questions à la fin. Merci beaucoup. Je Merci vous en beaucoup prie. Yves. Merci. Et je passe la main. Alors, je passe la slide. Je passe la main à Éric Delton pour la présentation de l'ONERA. Oui, bonjour à toutes et à toutes. Merci Marou. Voilà, donc je vais vous parler en quelques planches là, de l'Office national d'études et de recherche aérospatiale, l'ONERA, qui est le centre de recherche français pour les domaines aéronautique spatiale et de défense. Donc c'est un centre de recherche nationale avec une implantation à Lille. Donc on peut voir effectivement sur le timbre carte qui est à l'écran. Alors bien entendu, les équipes de Lille qui sont présentes sont en relation avec l'ensemble. On a des autres équipes de leur département, mais aussi des autres centres de l'ONERA. Donc c'est un EPIC, donc un établissement public à caractère industriel et commercial qui dépend du ministère des Armées. On est une centaine de personnes sur le centre de Lille. Donc, notre principale, bien sûr, force de frappe est constituée de docteurs et d'ingénieurs de recherche. Et puis, comme vous le verrez, on a pas mal d'installations expérimentales. Donc, on a aussi, bien entendu, des techniciens. Et typiquement, sur le centre, en ce moment, on accueille une dizaine de doctorants. Alors, les activités techniques de nos équipes sur le centre de Lille, une équipe, c'est à peu près 20 personnes, entre 20 et 30, ça dépend. Donc, elles sont réparties sur trois thématiques et trois disciplines qui sont les disciplines cœur de métier de l'aéronautique historique en région, puisque effectivement, début des 1900, la région était riche de pionniers de l'aviation qui ensuite se sont, comment dire, éloignés effectivement du nord de la France après la Seconde Guerre mondiale pour essayer de se reconcentrer plus bas. Malgré tout, l'Office et le centre de Lille est resté installé. Et donc, ces métiers historiques, mécanique des fluides, mécanique des structures, et puis conception, fabrication, instrumentation de maquettes spéciales, donc de la mécanique, qui est une discipline
phares, je dirais, et puis historiques de l'industrie régionale. Donc, ces 3 unités de recherche, hein, expérimentation et limite de vol pour la mécaflux, conception et résistance dynamique des structures pour le département matériaux et structures, donc la mécanique des structures, et puis l'unité dispositif et maquette spécifique pour le département des souffleries, ingénierie, maquette. Hein, ce sont donc les 3 équipes qui travaillent avec, bien entendu, l'objectif de développer, hein, les connaissances, des méthodes, des outils, des savoirs qui sont destinés à améliorer la sécurité et la performance des aéronefs. Alors, la sécurité, c'est extrêmement important puisque, effectivement, vous le verrez un petit peu plus tard, hein, c'est ce qui explique aussi un certain nombre de collaborations qu'on a ici en région avec d'autres équipes de recherche. Voilà, on peut passer à la planche suivante qui, voilà. Donc, la première unité de recherche, hein, expérimentation limite de vol, développe en fait des activités à dominante expérimentale, comme je vous le disais, autour de la physique des écoulements, de l'aérodynamique des véhicules, et puis de l'étude de leur comportement dynamique aux limites du domaine de vol. C'est-à-dire quand l'avion s'approche, hein, l'aéronef s'approche de ses limites, se posent des problèmes de sécurité, bien entendu, c'est-à-dire la capacité à contrôler l'appareil et puis à le faire revenir, hein, je dirais, sur un domaine de vol qui lui est plus favorable. Donc, en particulier, on s'intéresse à des situations où l'aéronef évolue à basse vitesse, atterrissage, décollage, hein, ou limite de décrochage, ce qui fait que les différents moyens d'essai qu'on a sur le centre sont un petit peu limités, hein, dans le domaine des vitesses de vent, il est question ici de soufflerie, à quand même des vitesses relativement faibles, hein, je dirais de 50 mètres par seconde à 75, 70, 80 mètres par seconde. Mais c'est effectivement dû au fait, hein, qu'on s'intéresse à des situations où l'avion à basse vitesse doit être opéré avec le maximum de sécurité. Alors, cette unité, hein, elle est intégrée, hein, elle fait partie du laboratoire de mécanique des fluides de Lille, le LMFL Campette-Ferrier, hein, donc, qui est un laboratoire mixte qui a comme tutelle le CNRS, bien entendu, l'Université de Lille, Centrale Lille, l'ENSIM, les Arts et Métiers, donc, et l'ONERA. Et sachant que, comme je vous le disais, on a beaucoup d'activités expérimentales sur le centre, l'unité là est dotée, hein, d'un certain nombre de moyens d'essai, les 8 plus importants, parce qu'il y en a d'autres, hein, ce sont ces souffleries dont je vous ai parlé, et puis un hall de vol libre, un canal hydrodynamique, ce genre de choses. Donc, vous voyez quelques imagettes, hein, qui vous permettent de voir quelques exemples, hein, d'essais qui peuvent être réalisés chez nous. Alors, les moyens d'essai, on va dire, les infrastructures, hein, sont anciennes. Le centre date de 1930. Hein, mais elles ont bien sûr été gradées depuis. Et bon, en fait, c'est de la mécanique lourde et robuste qui est toujours pertinente. Ce qui évolue beaucoup, bien entendu, c'est toute la technologie de métrologie de mesure, hein, qu'on installe à l'intérieur de ces infrastructures, et puis un certain nombre d'automates, de robots, hein, qui permettent de manipuler les objets d'intérêt beaucoup mieux qu'on ne le pouvait à l'époque, hein, quand toutes les opérations étaient manuelles. Donc, on a de très nombreux moyens métrologiques à disposition, hein, donc pour étudier un certain nombre de sujets d'aérodynamique appliquée ou de physique des fluides, hein, donc des choses plus fondamentales, les questions de turbulence, d'atmosphère, la dynamique du vol, hein, de ces aéronefs, et puis on s'intéresse, comme vous le voyez, on a un petit hélicoptère et puis un drone sur les imagettes aux machines tournantes, c'est-à-dire qui sont équipés de rotors. Alors, c'est vraiment aujourd'hui, hein, l'importance et l'intérêt, hein, des équipes et des moyens, c'est qu'on développe bien entendu de plus en plus les outils de simulation numérique. Néanmoins, et puisqu'on cherche vraiment à s'assurer de la sécurité ou à optimiser les performances des appareils, hein, ces limites de vol, bien entendu, on a besoin de manipuler des modèles de très grande complexité qui ne sont pas encore tous finalisés, hein, puisque ça peut poser un certain nombre également, non seulement de problèmes physiques, mais de problèmes numériques. Donc aujourd'hui, on est encore très loin de pouvoir
modéliser et simuler numériquement tous les phénomènes d'intérêt pour la sécurité et la performance optimale des aéronefs. Et donc, on cherche à développer les outils de simulation. C'est plutôt nos partenaires de l'ONERA en Île-de-France ou à Toulouse qui le font. Mais pour améliorer ces outils, bien entendu, ils ont besoin de ces essais et donc des données qui leur sont associées. Et bien entendu, aujourd'hui, avec le big data, l'intelligence artificielle, etc., vous imaginez le nombre de sujets où on vient coupler ces campagnes expérimentales à développement théorique et numérique. Donc ça, vous voyez, ce sont des souffleries, typiquement des moyens d'essai de laboratoire, donc de recherche, qui sont utilisés principalement par les équipes de recherche plus théoriques de l'ONERA pour valider leur développement, des codes de calcul éventuellement très sophistiqués. Puis ensuite, l'ONERA étant un office d'études et de recherche, on va réaliser des études pour nos clients industriels. Oui, je ne l'ai pas dit, étant un EPIC du ministère des Armées, en fait, on a 50% de notre budget, on va dire, qui vient d'une subvention du ministère des Armées. Le reste est un financement contractuel. Donc, on répond à des appels d'offres, à des appels à projets. Et puis, quand on est sélectionné, ça nous permet effectivement de recueillir les 50% de budget manquant pour le fonctionnement et le financement des ressources, incluant les ressources humaines. On n'est pas dans de la recherche publique, enfin en tout cas on est de la recherche publique, mais en tout cas on n'est pas fonctionnaire, on a tous des CDI, et donc effectivement il faut financer une partie de nos salaires, et cela on le fait en réalisant des études pour des clients. C'est volontaire. C'est un peu comme au CEA ou d'autres, c'est à l'origine de la création de ces établissements, de ces EPIC. Le but était de s'assurer que les chercheurs restaient à l'écoute de l'industriel. Pour qu'ils restent à l'écoute des industriels, le mieux est tout simplement qu'ils aient besoin d'obtenir des contrats de ces industriels. Et comme ça, on réalise effectivement les recherches appliquées qui sont nécessaires à la progression des disciplines en question. Donc voilà pour cette unité de recherche. La suivante, voilà, c'est conception résistance dynamique, donc des structures. Non, excusez-moi, je me suis trompé là. C'est l'unité de recherche DMS. Je corrigerai Marois et je te renverrai les planches corrigées. C'est pas celle-ci, j'ai dû faire du copier-coller. Donc c'est dispositifs et maquettes spécifiques, ce qu'on voit à l'écran. Et donc, en fait, j'ai parlé de soufflerie. Et en fait, bien entendu, dans ces souffleries, on va tester des objets. Donc, ces objets sont des maquettes à échelle réduite qui doivent être très représentatives des objets que l'on cherche à étudier, donc, et les produits qu'on désirerait effectivement réaliser à l'échelle 1. Et en fait, mes collègues là, du DMS ont l'habitude de dire que ces maquettes, ce sont en fait des instruments de mesure. Les maquettes en question sont équipées d'énormément de capteurs. Elles doivent être extrêmement précises. Elles sont placées dans des souffleries et donc il y a des charges mécaniques sur ces maquettes qui font qu'elles peuvent se déformer ou casser. Or, effectivement, je dirais cela pourrait biaiser les résultats, en tout cas. Donc, ces maquettes doivent être rigides, et quand elles sont articulées, il faut que les articulations soient extrêmement fines et précises et résistantes aux charges, bien entendu. Ce qui fait que c'est un métier quand même extrêmement pointu et très particulier. Et donc ici, c'est de l'ingénierie de pointe avec bureau d'études, les outils de conception classiques, mais on a aussi les ateliers de fabrication, donc avec différents moyens de fabrication pour des maquettes qui soient métalliques, composites. On a de l'UGV, donc de l'usinage grande vitesse, donc un autoclave, et puis un certain nombre de moyens d'usinage de très grande précision, comme je vous le disais, puisque les formes et les objets doivent être extrêmement précis pour pouvoir extrapoler les résultats à une échelle 1. Donc, je le disais, ces maquettes sont instrumentées, et donc elles sont instrumentées par les équipes du DMS, et donc on a aussi un laboratoire d'électronique. Alors, il y a deux spécificités, particularités. Ces maquettes, elles ont des dimensions contraintes,
par une mise à l'échelle inférieure d'un objet qui a été plus ou moins défini, la géométrie a été définie par les industriels ou les équipes de recherche, et donc il faut faire rentrer dans ces géométries qui sont de petite taille, éventuellement énormément de systèmes. Donc on n'a pas forcément les technologies sur étagère, et parfois il faut nous-mêmes développer des technologies particulières spéciales, c'est pour ça que c'est dispositif spécifique, l'entité, pour pouvoir effectivement en quelque sorte miniaturiser ce qu'on cherche à implémenter dans la maquette. Donc ça, c'est un métier très particulier, bien entendu, sans bien sûr pénaliser la finalité et le fonctionnement de la maquette en question, ce qui est un surcroît de difficulté. Donc ça, c'est une première spécificité. Et la deuxième, c'est tout simplement, je vous ai parlé effectivement des souffleries de recherche, mais l'ONERA est le plus grand opérateur de soufflerie au niveau européen, mais on a aussi des souffleries dites industrielles. Donc dans ces gigantesques souffleries, l'ONERA dispose de la plus grande soufflerie transsonique du monde. En fait, eh bien, on va tester des maquettes qui ne sont pas des maquettes de recherche, mais vraiment des maquettes dans le cycle de développement des programmes aéronautiques. Donc les programmes Airbus, les programmes Boeing, les programmes Comac chinois. Alors je le dis volontairement, j'utilise forcément ces exemples Boeing et Comac parce que les coûts d'essai de ces maquettes et de ces souffleries sont telles que l'ONERA ne peut pas assumer seul et sur financement du ministère des Armées les investissements nécessaires pour maintenir les moyens en question. Donc, les grandes souffleries de l'ONERA, la direction des grandes souffleries de l'ONERA est une entreprise dans l'entreprise et elle fonctionne réellement comme une entreprise, c'est-à-dire qu'elle doit se financer sur des contrats qui lui sont passés par les grands clients de l'aéronautique. Les clients européens ne suffiraient pas, et donc les moyens sont ouverts à la réalisation d'essais, de campagnes d'essais à l'étranger, donc pour des amis, concurrents, compétiteurs américains que sont Boeing, et puis aujourd'hui aussi Comac. Donc ça entraîne un certain nombre de choses, bien entendu, un certain nombre de spécificités dans notre capacité à conserver, à préserver la confidentialité, non seulement défense, puisque bien entendu on travaille aussi sur des objets militaires, mais aussi la confidentialité économique des produits, je dirais, du civil. Et Dieu sait que la compétition est rude et que il est extrêmement important d'être en mesure de démontrer notre capacité à garder le secret sur ce que ces avionneurs font pour attirer effectivement leur maquette dans nos souffleries. Donc, vous voyez quelques illustrations de ces choses. Alors oui, je parlais de la deuxième spécificité et des grandes souffleries de l'ONERA. Pourquoi? Parce que ces campagnes d'essai sont tellement chères, bien entendu, le client demande d'avoir un maximum de données sur la semaine ou les 2 semaines que vont durer la campagne d'essai, sachant que bien souvent, le plus long, c'est la préparation des essais, c'est pas la réalisation des essais eux-mêmes. Et donc, à une époque, on teste effectivement un avion dans différents domaines de vol, avec différentes configurations de volets, de gouvernes, d'angles d'incidence. Donc, à une époque, à chaque fois qu'on changeait la configuration, c'était une manipulation qui se faisait manuellement. On arrêtait la soufflerie, on bougeait ou on changeait la maquette, et puis on relançait. Donc, ça prenait un temps énorme. Donc, la spécificité de l'équipe ici à Lille, en plus de ses capacités extrêmes de miniaturisation de technologie, c'est que il développe des actionneurs qui permettent effectivement d'opérer ces modifications de configuration sans avoir à démonter la maquette et à la replacer dans la soufflerie, sans avoir à relancer tout le processus effectivement de mise en route de ces gigantesques souffleries. Et donc ça, on est leader mondial dans ce domaine. On n'a pas peur de le dire, c'est-à-dire qu'on est vraiment, et les équipes sur l'île sont reconnues mondialement par la NASA, par Boeing, pour leur capacité effectivement dans cette spécialité qui est d'automatiser, de rentrer effectivement des actionneurs et pouvoir automatiser les changements de configuration. Donc, voilà ce que je voulais dire sur cette... alors, vous voyez, excusez-moi, je corrigerai parce que je vois spécificité ELV, donc c'est la spécificité de DMS. J'ai fait ça un peu vite. Alors, vous voyez, pareil, revient sur les planches, il y a un certain nombre d'exemples. Typiquement, là, vous voyez une maquette de moteur électrique distribué sous voilure qui a été testée dans une des souffleries ici de Lille. Donc, effectivement, on travaille sur tous ces projets qui sont extrêmement innovants. Le but, c'est de s'assurer effectivement de leur validité. On fait de la preuve de concept grâce
à ces maquettes. Donc les clients, je les ai listés, hein. On a les clients internes, les équipes de recherche de l'ONERA qui veulent tester un concept, mais on a bien sûr la DGA, la DGAC, l'Europe sur des contrats de recherche, Airbus, Safran, Dassault, etc. Bon, nos clients, hein, sont généralement des grands comptes, hein, ou des grands institutionnels. Dernière planche, parce que je prends beaucoup de temps. Donc, c'est vraiment l'unité de recherche, conception et résistance dynamique des structures, celle-ci. Alors, cette fois-ci, donc là, ces chercheurs développent des outils de simulation, hein, qu'ils soient expérimentaux ou numériques, pour les sujets traitant des phénomènes de dynamique rapide. Donc, on est encore dans la sécurité, puisqu'on traite de l'accidentologie ou de l'agression, hein, mécanique des aéronefs. Donc, typiquement, hein, les situations de crash, d'impact, qu'ils soient civils ou militaires. Et puis, on comprend, puisque c'est un sujet qui était historique aussi en région, on a eu beaucoup de relations et de collaborations avec l'automobile et le ferroviaire sur les sujets de crash et d'impact. Hein, donc, on a un réseau, je dirais, là, qui est bien établi en région sur ces sujets. Donc, encore une fois, on a une grande variété de moyens d'essai pour réaliser ces différents, pour tester ces différentes situations. Et puis, on a aussi une grande variété de codes de simulation numérique, hein, puisque, encore une fois, on est dans le dialogue essai-calcul, et donc on utilise tant des codes de calcul du commerce que un code de calcul de recherche qui est le code Europlexus, qui est un code qui est co-détenu par le Commissariat à l'énergie atomique et le centre de recherche du SPRA, donc c'est un centre de recherche européen, le GRC SPRA. Alors, ce que je présente là sur cette planche, c'est la stratégie scientifique qu'on a adoptée dans l'équipe depuis la fin des années 90, quand j'ai pris la tête de l'unité de recherche à l'époque. Donc, dans le domaine aéronautique, hein, la méthodologie de démonstration de certification de sécurité, elle se fait par ce qu'on appelle la pyramide des essais, ce que vous voyez sur la droite. On va commencer effectivement à tester les matériaux, à l'échelle des coupons, etc. On définit des modèles, puis on commence à introduire les paramètres matériaux dans des modèles, et puis on va incrémenter, on va augmenter la difficulté, on va passer à des détails structuraux, et puis on va utiliser les modèles pour essayer de prédire la réponse de ces détails structuraux, on va les calibrer, hein, on va les améliorer si la satisfaction n'est pas présente, et puis progressivement, comme ça, on va monter en complexité dans les différentes composants, les parties, hein, de l'aéronef, jusqu'à atteindre l'avion complet. Et donc, à une époque, de toute façon, simuler un avion complet n'était pas possible. Donc, il y avait de toute façon des questions de sécurité qui sont certifiées par des essais à échelle 1 sur l'avion, hein, effectivement, qui est réalisé au bout du cycle de développement. De plus en plus, bien entendu, avec ce dialogue calcul-essai, on introduit des simulations et donc on fait de moins en moins d'essais. Alors nous, on est un organisme de recherche, donc on essaie de développer, d'améliorer les modèles, les lois de comportement, les méthodes ingénieurs, hein, pour finalement faciliter ce travail de certification, parce qu'on est bien là sur des questions de sécurité. Et donc nous, le choix qu'on a fait, on a inversé cette pyramide, hein, et donc quelque part, on met beaucoup de poids sur la caractérisation dynamique des matériaux et le développement de modèles, mais on va jusqu'à les appliquer, hein, sur des éprouvettes et des composants, hein, et donc on va simuler comme vous voyez, hein, des parties de structure, comme vous le voyez sur la gauche, avec les outils, hein, qu'on a développés et au sein desquels on a introduit toute la connaissance qu'on avait pu développer à l'échelle des coupons et des assemblages élémentaires. Donc cette volonté de traiter dans l'équipe du coupon élémentaire jusqu'à la structure de façon expérimentale et de façon numérique, ça facilite et ça permet un transfert très rapide vers l'industriel et sa méthode de certification, puisque sa méthode, c'est exactement la même, c'est une pyramide. Bon, nous, effectivement, hein, on travaille plus, hein, sur la modélisation, hein, je dirais, on y met plus d'efforts, mais on va, et depuis le début des années 2000, hein, on se contraint à aller jusqu'au calcul des structures, à l'essai structural, hein, pour que toute la chaîne, finalement, hein, soit validée et qu'elle puisse être transférée beaucoup plus rapidement à l'industriel. Donc, c'est quelque chose, bien entendu, que nos clients industriels apprécient beaucoup. Voilà, je ne vais pas faire le tour des moyens d'essai qui sont à disposition, hein. Vous pourrez me contacter pour ce faire si vous le désirez. Et puis, il y a beaucoup d'informations qui sont disponibles sur le site internet de l'ONERA. Ici, ce qui m'intéressait de présenter, c'est effectivement cette méthodologie, cette logique qui fait la force de l'unité, hein, effectivement, par rapport à un laboratoire de recherche qui va se focaliser sur un élément
une pièce du puzzle. Nous, on a vraiment cette volonté de couvrir la pyramide jusqu'au bout, hein, pour faciliter les transferts et les accélérer vers l'industrie, puisque c'est notre mission. Donc, dernière planche, je pense. Voilà, alors, ITRANS et nous, en fait, l'ONERA est membre d'ITRANS, je pense, depuis la création du pôle de compétitivité, hein, depuis l'origine. Et cela s'explique tout simplement parce que, je vous l'ai dit, on a des collaborations en région depuis très longtemps. Hein, moi, j'ai rejoint l'ONERA en 90. À l'époque, l'ONERA était membre du G2RT, le groupe régional de recherche dans les transports. Hein. Et donc, déjà à cette époque, il y avait énormément de relations avec le ferroviaire et avec l'automobile. Et donc, au fur et à mesure que l'environnement a évolué, que l'écosystème a évolué, que les nouveaux outils, on va dire, structurants sont apparus, tels que les pôles de compétitivité, ben, on a suivi. On a suivi tout simplement nos partenaires hein, de la région. Et donc, on a intégré naturellement le pôle de compétitivité quand il a été créé. Alors, nous, on est opérateur de recherche. Hein, donc, effectivement, on peut s'associer à des industriels, hein, pour comment dire, travailler sur ces projets de recherche. Alors, ITRANS a intégré dans son périmètre d'activité l'aéronautique officiellement en 2020. Donc, aujourd'hui, on a peu, je dirais, de contrats et d'études à présenter, hein, qui ait donné lieu effectivement à une labellisation ITRANS, mais on y travaille. Et on y travaille maintenant de plus en plus avec Altitude, qui est le cluster, hein, des industriels aéronautiques espace défense de la région. Donc, et on espère, et on travaille, hein, au montage avec eux de projets de recherche qu'on compte bien faire labelliser par le Polytrans. Donc, pour conclure, hein, on est un opérateur de recherche appliqué en mécanique, hein, principalement sur les métiers de l'île. Je peux servir de point de contact avec les autres départements, les autres équipes de l'ONERA, s'il fallait et si celle-ci vous intéressait. Mais je ne peux pas présenter toutes les activités de l'ONERA, hein, mais on n'est pas cantonné, on ne se cantonne pas aux seules équipes de l'île. Hein, si vous êtes intéressé par des équipes qui travaillent dans le domaine de l'optronique, hein, de l'énergétique, hein, ou de la combustion, je peux vous mettre en relation avec d'autres équipes qui sont localisées à Paris ou à Toulouse. Bon, ici à Lille, en tout cas, c'est des cœurs de métier de la mécanique. On a énormément de moyens matériels, hein, qu'ils soient de moyens d'essai, des moyens de fabrication. Hein, on a aussi des moyens de simulation assez honnêtes, hein, et respectables. Parmi ces moyens, on a des moyens qui sont uniques en Europe. Hein. Donc, encore une fois, ça nous permet de mener des études qui sont originales par rapport à ce qui éventuellement peut se faire par ailleurs. Il faut se rappeler que effectivement, on va volontairement et assez facilement s'intéresser à des projets ou des questions de sécurité ou de performance, hein, je dirais aérodynamique, sont au cœur de la proposition, de de recherche. On est implanté en région avant l'existence de l'ONERA, je vous l'ai dit, 1930, l'IMFL, l'Institut de mécanique des fluides de Lille. Hein. Et puis, chose notable, en 2025, hein, l'ONERA a rapatrié l'ensemble de ses ateliers de fabrication de maquettes ici sur le centre de Lille. Hein, ce qu'on a vu, bien entendu, comme quelque chose, un signe de confiance, et comme je vous le disais aussi, un signe de reconnaissance de la très haute qualité, hein, de ce qui est fait dans les équipes ici, dispositifs et maquettes spécifiques. Bon, la région, c'est un partenaire, je vous l'ai dit, historique, hein, puisque dans les années 80 déjà, hein, avec le J2RT, il y avait pas mal d'interactions et de discussions, hein, avec les autorités et institutions régionales. Et puis, on travaille énormément avec l'Europe, hein, depuis moi, dès le début quasiment, de la mise en place des programmes de recherche européens. J'ai commencé à tremper, hein, dans les années 90, début des années 90, dans ces projets. Et donc, projet européen et puis financement européen. Et aujourd'hui, on est très content et on espère qu'eux aussi sont très contents, hein, de collaborer avec l'Europe au travers des différents dispositifs FEDER, hein, qui nous permettent, encore une fois, d'upgrader les moyens d'essai, ce qui est essentiel, puisque vous l'avez compris, hein, on a quand même une composante expérimentale majeure dans les activités qui sont réalisées ici. Bon, j'ai mis quelques petites puces, hein, pour rappeler que nous avons des collaborations au sein du laboratoire mécanique des fluides de Lille, historiquement avec le LAMI, hein, sur les activités de crash et d'impact, hein, aéronautique et ferroviaire, avec le LAMCUBE, hein, sur la mécanique, hein, multi-échelle et multiphysique des matériaux, hein, puisqu'on a des problèmes de sécurité, donc on vient maltraiter les matériaux bien souvent. Et puis, on est donc dans la Fédération de recherche transport terrestre,
et mobilité qui a changé, effectivement, et puis aussi dans la Fédération lilloise de mécanique. Et enfin, je l'ai déjà dit, hein, on est en relation très étroite avec le cluster altitude des industriels de l'aéronautique espace défense de la région. Voilà, je corrigerai les planches pour les petites erreurs. Marois, je te renverrai une version corrigée. Si vous Ça avez des marche, merci questions, beaucoup. n'hésitez pas. Oui, Voilà. on en a. Merci beaucoup, Eric. Merci beaucoup pour cette présentation tellement enrichissante. Alors, je reprends les questions sur le chat. Donc, Domenico, les études d'aéroélasticité sont appliquées seulement aux ailes d'avion ou pales d'hélicoptère? On parle d'hélicoptère également, hein, donc Quel genre d'outil de... Non, je Oui. vais dire bonjour. Oui. Seulement, disons, ailes d'avion et pas d'hélicoptère, ou vous faites aussi d'autres applications? Alors, ben, en fait, dès qu'il y a un problème aéroélastique, c'est-à-dire que vous avez une structure qui a des modes de vibration, ok? Je Donc, connais. voilà. C'est juste Et donc, savoir, disons, les applications que vous faites d'habitude sont seulement pales d'avion ou, disons, ailes d'avion ou pales d'hélicoptère ben, ou aussi d'autres applications, disons. Par exemple, je ne sais pas, disons, les galloping sur les ponts ou d'autres applications d'interaction structurelle alors, aérodynamique. on a bien entendu, quand on a des compétences, hein, et des moyens qui permettent de traiter des problématiques similaires pour d'autres secteurs que le secteur aéronautique, espace défense, on a déjà été bien souvent amené à faire. Typiquement, hein, on s'est intéressé à de l'acoustique sous-marine. Bon, ça vole pas vraiment, mais on comprend que, bah, effectivement, il y a des problématiques, hein, acoustiques, hein. Bon, on peut s'intéresser à d'autres objets que des objets volants, si c'était ça la question. OK. Les Et disons, paléoliennes, et comme outil, typiquement. quand vous parlez des outils de simulation, vous avez des outils qui font à la fois la partie structurelle et à la fois la partie aérodynamique et l'interaction entre les deux, ou l'intégration, vous la faites, disons, à la Alors, main avec des outils personnalisés. Comment ça marche, disons, chez vous? bah, on développe un code d'aérodynamique, purement aérodynamique, qui s'appelle ELSA, hein, qui est très avancé. On a un code d'énergétique qui s'appelle CEDRE. Sur la partie structure, hein, là, bah, généralement, bah, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise un code, on va dire classique, un standard du commerce, OK, encore une fois, qui est utilisé par l'industriel, hein, ce qui facilite effectivement les échanges et les discussions. C'est souvent Nastran, hein, tout simplement. Mais ensuite, on a une boîte à outils qui permet de faire des couplages. OK, parfait. Et l'autre question sur les maquettes. Oui. Les maquettes à l'échelle, j'imagine que vous l'utilisez seulement pour la partie aérodynamique parce que l'effet d'échelle est différente quand on parle de structure, quand on parle d'aérodynamique. Quand il y a Alors, des... c'est l'utilisation des similitudes, hein, je dirais, Ouais, dans les règles de l'art, hein, hein, et pour effectivement, je dirais, le design et l'étude des aéronefs, hein, euh, les règles historiques des similitudes, hein, qui sont établies dans les laboratoires de recherche, effectivement, on va les appliquer dans le domaine de la mécanique des fluides. Ces règles de similitude, il y a une façon académique de les utiliser, hein. On va chercher, hein, effectivement une règle mathématiquement exacte, hein, en adimensionnalisant les équations. Parfois, effectivement, il est impossible d'adimensionnaliser exactement les équations qui nous intéressent. Mais, super. mais on peut avoir recours à des corrections a posteriori, effectivement, de ce qui est fait en similitude. Connaissant le biais, l'erreur, on peut arriver à la corriger ou à la minimiser. Donc, c'est plus de la similitude théorique classique, c'est de la similitude, je dirais, corrigée. OK, merci. Et Et donc, on puis, le fait dans le domaine des structures et en dynamique. Ouais, et Domenico? après, oui, Ouais. non, il y avait une autre question, et c'est pas une question, c'est une affirmation. Je suis intéressé à découvrir un peu plus dans les détails la partie de certification numérique. Disons, peut-être que on peut garder les contacts pour échanger. Tout à fait. N'hésitez pas, vous avez mon contact. Merci beaucoup. Très bien, merci. Alors, le laboratoire Micaflu est-il configuré pour recevoir un groupe de nos adhérents qui pourraient être intéressés par visiter vos moyens d'essai? Le labo a-t-il des projets futurs de développement de
nouveaux moyens, notamment sur les sujets de drones. Pour les modèles de simulation numérique, quelles sont aujourd'hui les limites techno qui contraignent leur performance? Waouh, c'est beaucoup. Donc, on va commencer. Pour la visite. Donc, effectivement, il nous arrive assez régulièrement d'accueillir des groupes de visiteurs. On dépend du ministère des Armées. Les contraintes de sécurité se sont énormément durcies. Donc, c'est forcément sur une inscription avec, on demande l'aval des services de sécurité du ministère des Armées, hein, pas des services de sécurité de l'ONERA. Et donc, on essaye d'organiser les choses de façon à ne pas trop, bien entendu, être intrusif dans le travail de nos collègues. Donc depuis maintenant 2, 3 ans, hein, ce qu'on fait, c'est qu'on propose des journées portes ouvertes. Généralement, on les propose au moment de la fête de la science, avec des journées, plus 2 journées. Une journée, généralement, c'est vendredi, samedi. Donc une journée vendredi qui est destinée à des visites de groupes dits professionnels, et le samedi au grand public. Donc oui, hein, c'est possible. Alors par contre, effectivement, il faut s'y prendre un petit peu à l'avance. C'est un petit peu contraignant, mais c'est envisageable de visiter nos moyens. Donc, deuxième question, c'était, Marois? Le labo a-t-il des projets futurs de développement de nouveaux moyens, notamment sur les sujets de drones? Oui, encore une fois, je vous disais que l'Institut date de 1930. Il y a des moyens datant de l'époque. La soufflerie originelle, c'est le moyen, la soufflerie qui est la plus utilisée aujourd'hui sur le centre de l'île, hein. Donc le bâti, l'infrastructure est vieille, mais elle a été rénovée régulièrement. Par contre, les technologies qu'on rajoute à l'intérieur, hein, elles sont extrêmement modernes. Et ça permet d'aller observer des choses qui étaient inobservables et pas quantifiable, hein, à l'époque historique de création de la soufflerie. On est toujours dans une phase d'adaptation en constante de nos moyens, parce que bien sûr, les technologies progressent, les aéronefs progressent, et les aéronefs de demain n'auront plus rien à voir avec les aéronefs du passé. Donc, on est bien obligé d'adapter ces moyens et éventuellement de proposer de nouvelles infrastructures. Vous parliez des drones. Oui, on est en pleine réflexion, hein, sur je dirais, le développement d'une infrastructure spécifique, hein, pour l'étude des drones dans des situations, vous le comprenez, hein, de sécurité, hein. Donc, la mobilité urbaine, et donc, on reste bien entendu attaché à nos, comment dire, nos étiquettes et nos spécialités, donc la sécurité et la performance. Donc oui, hein, on modernise et éventuellement, hein, on lance de nouvelles infrastructures. Et il y avait une troisième Très partie, bien. je crois. Oui. Alors, pour les modèles de simulation numérique, quelles sont aujourd'hui les limites techno qui contraignent leur performance? Les modélisations numériques. Alors, bah, ce qui contraint la modélisation numérique, c'est le coût de calcul, hein. Donc, bah, le problème aussi, et c'est un faux problème, puisque plus on a de capacité de calcul, plus on descend dans les échelles, on complique nos modèles. Donc, on est toujours sur la frange, sur les études numériques que réalise l'ONERA, hein, ben, de calculs, hein, qui sont extrêmement coûteux, onéreux et qui ne se font pas, hein, effectivement rapidement. Alors, bien entendu, hein, on est à l'écoute, on met en œuvre, hein, et on travaille de concert avec tous les, comment dire, les collègues chercheurs et académiques qui vont gonfler les capacités de ces outils numériques grâce à l'intelligence artificielle. Donc, il y a la modélisation physique, mais aujourd'hui, hein, ben, effectivement, ben, la physique, on descend de plus en plus dans les échelles, mais à chaque fois, ça demande un coût de calcul beaucoup plus important. Et puis de l'autre côté, on a de la modélisation que je qualifierais empirique, hein, qui va s'appuyer, hein, sur d'autres techniques que la résolution d'équations physiques complexes et qui va éventuellement faire ben, du data mining, du machine learning, etc., etc. Et on est beaucoup dans le dialogue, hein, ben, donc calcul, data, et puis, excusez-moi, essai, data et calcul. Donc ça reste les capacités de calcul, hein, l'une des difficultés majeures. Ok. Ensuite, donc, pour Yves, le savoir-faire et les moyens de l'ONERA pourraient-ils aider à lever certains verrous techno que vous auriez pu identifier dans vos développements?
Alors, Alors, je n'ai pas d'éléments précis et concrets qui me viennent à l'idée, mais vu Oui. les aspects très pointus de certains équipements ou certains savoir-faire qui ont été exposés par M. Deltombe, je suis absolument convaincu qu'il y a des synergies possibles sur des activités que nous avons avec certains partenaires ou certains clients. Parfait. oui, tout à fait, je confirme, hein. Je vous le disais, l'ONERA est, bon, ici sur l'île, les équipes sont des équipes de mécaniciens, mais on a effectivement des équipes d'optique, d'optronique, d'intelligence artificielle, de quantique, hein, qui sont de nanotechnologie, hein, qui sont localisées à Paris ou à Toulouse. Tout à fait, OK. Parfait. Et puis, Anthony, donc l'Institut de soudure, vous pouvez prendre la parole, Anthony? Oui, j'avais une question donc pour monsieur Deltombe. Oui, Oui. c'est lors des essais sur maquette, donc vous les instrumentez certainement, vous placez sûrement une instrumentation sur les pièces. Et ma question était, est-ce que vous étiez déjà arrivé d'employer l'émission acoustique pour détecter des endommagements sur les pièces? Nous, c'est une technologie, donc c'est une de nos spécialités sur le centre de Compiègne. Donc, on utilise l'émission acoustique, donc on écoute les bruits de la structure lors des essais, lorsqu'elle est sollicitée mécaniquement, et ça nous permet de détecter des endommagements internes et de façon globale dans la structure à un stade très précoce, donc des micro-endommagements, des micro-fissures ou des endommagements dans le composite. Et nous, à Compiègne, par exemple, on fait tous nos essais mécaniques instrumentés, ce qui permet de détecter déjà des bruits de structure, des endommagements, donc des bruits de structure qui sont la signature d'endommagement interne avant même qu'ils soient visibles à l'échelle macroscopique ou à l'échelle des caractéristiques mécaniques, des grandeurs mécaniques. Et bon, voilà, ça peut peut-être vous intéresser comme système, puisque c'est des systèmes qu'on peut installer dans les Oui. laboratoires. Voilà. Oui, oui, tout à fait. Alors, les maquettes, hein, sont bourrées d'instrumentation, parce que ce sont des maquettes qui coûtent très cher. Et donc, l'idée, bien sûr, quand on fait des essais, ben, c'est d'avoir un maximum de données, hein, de types très différents. Alors, une maquette en soufflerie, le problème, c'est que l'environnement est très bruyant, Ouais. hein. Donc, le capteur acoustique, bon, bah, il n'est pas forcément pertinent. Mais par contre, bon, vous pouvez me renvoyer un petit courriel, hein. Je pense, hein, vous pouvez déjà vous rapprocher de mes collègues, mais il y a déjà des collaborations entre mes collègues du département matériaux et structures à Châtillon, à Paris, hein, ou à Palaiseau, et puis l'UTC. Là, typiquement, vous voyez, ils ont développé un moyen d'essai de qualification mécanique statique de structures de grande dimension. Ok, nous ici on fait de la dynamique à Lille, hein, donc on s'intéresse à l'acoustique, mais nous c'est pareil, quand on maltraite une structure, c'est assez bruyant, hein, donc Ouais. l'acoustique n'est pas forcément terrible, mais on travaille en collaboration avec nos collègues qui s'intéressent à des chargements beaucoup plus lents et donc plus silencieux, hein, et donc détection acoustique associée à d'autres techniques pour détecter l'endommagement dans les matériaux composites, typiquement, hein, pour développer des modèles de comportement, valider Ouais. effectivement un certain nombre de critères d'initiation d'endommagement. Et Mhm. puis là, ils ont une nouvelle installation qui est structurale, hein, ils vont venir maltraiter à faible vitesse, hein, des structures. Et je pense que là, effectivement, bon, ils manipulent un peu, bien entendu, l'acoustique, hein, comme source de diagnostic, mais ben, recontactez-moi, je vous remets en contact avec moi, mes collègues, parce que bon, D'accord. là aussi, je dirais qu'on n'est pas, on utilise, mais on n'est pas expert en acoustique comme peuvent l'être d'autres laboratoires. Donc c'est le mode de fonctionnement de l'ONERA, c'est ça, hein. Bien entendu, on ne peut pas être aussi pointu sur un sujet scientifique qu'un laboratoire universitaire académique. Mhm. Et donc, on collabore. On collabore avec les industriels, mais on collabore aussi, bien entendu, avec les laboratoires de recherche. Alors Donc, nous, il ne faut pas hésiter. on n'est pas je suis Oui, pas de l'université de Compiègne, mais du groupe IS, Institut de ok. soudure. Et effectivement, notre centre de Compiègne est une émanation de l'université. Ça s'appelait AETech à l'époque, Ouais. donc avec une spécialisation dans l'émission acoustique, effectivement. Où on a des niveaux 3 en émission acoustique, ouais. Mm. Oui, donc, bah, enfin, envoyez-moi votre contact, on se met en relation, et moi, je vous mets en relation avec mes collègues à Paris. Tout à fait. Ouais, merci. Parfait. Je crois qu'on a fait le tour. Merci beaucoup, Yves. Merci, Eric, pour cette présentation. Merci à Au toi, besoin, merci à vous.
Merci beaucoup. Pour Merci tous les beaucoup. participants au besoin, n'hésitez pas à revenir vers nous pour d'éventuelles mises en relation ou partenariats. Et on se donne rendez-vous le 20 mars pour le 3e opus d'e-Transconnect. Merci à tous et bon appétit. Merci et bon week-end. Merci. Merci.